Dans l'écosystème de l'aidant en lui-même, avec les institutions autour de ma fille, je trouve qu'on n'est pas suffisamment accompagné. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Être aidant, le podcast qui donne la parole aux proches aidants et aux professionnels qui les accompagnent. Dans cette saison 4, diffusée en amont du colloque national des proches aidants, nous explorons une question essentielle alors que le nombre d'aidants augmente fortement et continuera de croître dans les années à venir. Comment faire de l'aide aux aidants un secteur plus pérenne, mieux structuré et réellement à la hauteur des besoins ? Pour ouvrir cette saison, nous avons choisi de débuter la réflexion en compagnie d'une aidante, forcément. Quand on accompagne un proche en situation de handicap, malade ou en perte d'autonomie, on apprend souvent à tenir, à organiser, à anticiper, à rassurer, à faire face, mais à force d'être présent pour l'autre, comment reconnaître que l'on a soi-même besoin d'aide ? Et à quel moment accepte-t-on de ne plus porter seul ce rôle ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Elodie Eneksevieng. Son parcours est marqué par plusieurs étapes que traversent de nombreux aidants. Avec elle, nous allons parler de ce moment parfois difficile où l'on comprend où l'on est aidant, de l'importance d'avoir un espace pour se retrouver, de la place des professionnels dans ce cheminement et de ce qu'il faudrait changer pour que les aidants ne se retrouvent plus seuls face à une aide parfois trop difficile à identifier. Bonjour Elodie. Bonjour Mélanie. Vaste programme, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, pour commencer Elodie, pouvez-vous nous dire de qui vous êtes aidante et si vous deviez définir le type d'aidante que vous êtes, que diriez-vous ? Alors moi, je suis aidante de ma fille, donc de ma jeune fille qui a 18 ans et qui est autiste avec déficience intellectuelle sévère. Et donc, je suis aidante et je le serai toute ma vie. Donc, je serai une aidante pour toujours. Et en fait, quel type d'aidante je suis ? Disons que j'ai été une aidante en deux parties. Une première complètement submergée, complètement dans la noyade. J'ai même touché le fond dans ma noyade. Et une seconde partie où je suis sortie de l'eau. Et j'ai combattu en fait, et j'en ai fait mon combat. Certains disent être aimant avant d'être aidant. Qu'est-ce que cela raconte de la difficulté à se reconnaître dans ce rôle, selon vous ? Alors forcément, au démarrage, on aide par amour. Forcément, je pense qu'on est obligé de passer par là. Et ensuite, je pense que il y a toujours cette notion d'amour, mais un jour on va réaliser à un moment donné qu'il n'y a pas que l'amour, il y a l'épuisement, il y a l'irritabilité, il y a les sentiments de colère, il y a la peur qui vient vraiment nous submerger et va venir quelque peu remplacer l'amour. Et c'est là qu'en effet on se rend compte qu'on a ce statut d'aidant parce que l'amour n'est plus suffisant entre guillemets et on a des émotions un peu désagréables qui viennent nous submerger. Alors pendant longtemps, vous avez gardé l'espoir que votre fille rattraperait son retard, entre guillemets, la formule est peut-être mal choisie, mais qu'est-ce qui se cachait derrière cette attente ? Est-ce que c'était, selon vous, une forme de déni ? Oui, bien sûr, absolument. Une forme de déni avec un grand D, parce que en fait, on a cette pression en tant que parent d'avoir l'enfant idéal. On doit faire ce deuil d'enfant idéal qui va se marier, qui aura des enfants. En tout cas pour ma part. Et donc du coup, c'est trop dur, c'est trop violent. Donc on rentre dans cette forme de déni, surtout dans le cadre de la déficience intellectuelle pour ma part. En fait, ça a été ça en fait, la déficience intellectuelle, handicapée mentale. Donc il est là pour moi cette forme de déni. Elle n'aura pas une vie comme les autres et donc c'est trop violent. Donc je m'en protège. Comment la prise de conscience s'est-elle imposée à vous ? Alors quand ma fille est sortie du système scolaire, parce que même quand elle était en Ulysse et en classe spécialisée en hôpital de jour, je me suis dit à ses 10 ans, elle rattrapera son retard malgré tout. Pas du tout. Et à un moment donné, elle est sortie du système scolaire à ses 11 ans, qu'elle est rentrée dans un IME, un institut médico-éducatif. Et là, quand elle est sortie du système scolaire, vraiment, je me suis dit que c'était vraiment terminé. J'ai eu une prise de confiance. Et en même temps, j'ai eu l'arrivée de ma seconde fille, je pense, qui m'a aidée aussi. Voilà, à avoir un enfant normal, ordinaire, si je peux me permettre ce terme-là. Et je pense que ça m'a aidée à prendre conscience des choses. Alors, on accompagne beaucoup l'enfant, mais est-ce qu'on accompagne suffisamment les parents ? Alors, je me suis dans l'écosystème de l'aidant en lui-même, avec les institutions autour de ma fille, je ne trouve pas. Parfois, on peut même l'enfoncer, je trouve, mais je trouve que sans faire de recherche de notre côté, par des médecines ou des accompagnements alternatifs,
je trouve qu'on n'est pas suffisamment accompagné. Vous dites que votre psychiatre a été un pilier, Oui. quand vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cet épisode ensemble. Qu'est-ce que cet accompagnement vous a apporté? Alors, en effet, donc j'ai dû comment dirais-je, chercher un accompagnement alternatif, ce que j'appelle alternatif périphérique. Donc voilà, donc j'ai trouvé un psy. D'ailleurs, petit conseil en passant, il faut vraiment trouver le bon. J'en ai fait 4 avant de trouver, le bon. C'était le 5e. Donc il faut vraiment être en confiance. Oui. Parce qu'il m'a énormément aidée. Il m'a mis des mots, sur des mots. En fait, on ressent des émotions parfois qui sont extrêmement culpabilisantes et on se dit: «Mais c'est pas je peux pas me dire ça, c'est pas possible, je peux pas me dire ça. Je suis horrible». Et en fait, moi, mon psy, dans tout ça, il m'a accompagnée justement à me dire que tout ça était normal et il m'a accompagnée aussi dans mon cheminement de prise de conscience. Ma prise de conscience, je l'ai pas faite toute seule. Ma sortie de déni, il m'a beaucoup aidée aussi à y faire face. Justement, qu'est-ce que ça change pour un aidant, d'avoir un espace où l'on peut poser, les mots justes, sur, ces mots MAUX, ce que vous disiez tout à l'heure? C'est-à-dire que j'avais l'impression, mais vraiment, hein, parfois de sortir et d'avoir un poids qui s'en va en fait. Et ce poids-là, comme s'il n'allait jamais revenir. Il était débarrassé, c'était fini. Il y en avait Mmh. d'autres, mais celui-ci était débarrassé, c'était fini en fait. Alors, vous m'aviez dit également, vous avez connu des accompagnements qui vous ont aidé, mais d'autres aussi qui vous ont culpabilisé. Mmh. Qu'est-ce qui fait la différence entre un accompagnement qui soutient et un accompagnement qui abîme? Celui qui abîme, ça va être le jugement. Moi, je me suis sentie jugée vraiment, même dans les institutions où elle était auparavant, pas celle-ci. Celle-ci, là où elle est merveilleuse, elle est formidable. Celle que j'étais auparavant, je me suis sentie jugée, parce que je travaillais et donc du coup, je sentais que voilà, j'étais jugée. Est-ce que vous pensez, que c'est important de former, les professionnels de l'aidance à la réalité rencontrée par les aidants? Complètement. Ah oui, complètement. Il faut une formation au préalable, tout à fait. Est-ce que vous en avez en tête des formations particulières? Alors, alors oui, j'en ai en tête. Alors moi déjà j'accompagne justement, c'est pour ça que j'en ai fait mon combat aussi, c'est que j'accompagne aussi les personnes qui sont dans l'écosystème de l'aidant, les assistants sociales, dans les IME, enfin voilà, toutes les personnes qui vont interagir avec les aidants, en entreprise aussi, et aussi bien sûr des personnes qui vont accompagner les aidants. En effet, il y a des accompagnements qui existent pour montrer en fait la réalité, le quotidien d'un aidant, et ça se fait de plus en plus. C'est encore un peu timide, les formations, mais elles se font de plus en plus. Est-ce qu'un aidant, peut s'en sortir sans accompagnement? Bien sûr qu'on peut, mais ça prendra beaucoup plus de temps et il y aura de la souffrance encore plus. Mais bien sûr qu'on peut, mais ça sera un peu plus long. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est aussi que beaucoup d'aidants attendent d'être au bord de l'épuisement avant de demander de l'aide? Oui, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que je constate beaucoup trop. Mais oui, parce qu'il y a encore cette notion d'amour. Enfin, après Oui. tout, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma femme, c'est mon époux. Je suis là pour l'aider. Et en fait, justement, c'est là qu'on devrait avoir une limite. Et de toute façon, on a tous des limites, mais surtout l'identifier et la faire respecter. Exactement, exactement, tout à fait. Pensez-vous que les entreprises comprennent suffisamment ce que traversent ces salariés aidants? Qu'est-ce que vous constatez, vous, quand vous allez, dans leurs locaux? Alors, en général, les RH de plus en plus et encore, parce que à chaque formation, ce que je fais des types de formations partout et que quand je me présente et que je leur parle je leur parle de mon statut d'aidant, beaucoup me disent: «Ah non, on connaît pas trop». Donc, je veux dire depuis 3 ans que j'ai commencé, 4 ans, je sens que c'est mieux, mais c'est encore loin d'être, c'est encore loin d'être ancré, loin, loin, loin d'être ancré comme sujet. Donc on peut dire que quand vous intervenez, vous plantez des graines Oui, dans l'esprit de exactement, chacun. tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez que les employeurs comprennent de leurs salariés aidants, de l'aidance, que, finalement on va tous être concernés, sans Exactement, doute? exactement. 1 sur 4 là dans quelques années, et puis ça va finir par 1 sur 3 dans 5-10 ans. Avant c'était vraiment un problème à la marge. Aujourd'hui, ça va être vraiment un problème sociétal et que ça devra rentrer dans la culture de l'entreprise. Parce on sera tous salariés aidants à un moment donné dans notre vie. Voilà, donc du coup, le fait est qu'il faut absolument, sensibiliser maintenant tout de suite et former, le plus possible et accompagner. Bien sûr, c'est bien de sensibiliser, de former, mais l'entreprise doit accompagner, le salarié qui a triple vie, donc professionnelle,
vie personnelle et vie d'aidant. Est-ce que votre parcours vous donne une forme de légitimité vous avez mis du temps vous-même à reconnaître? Alors oui, mais c'est marrant parce que en démarrant, j'ai mis du temps à me dire mais je suis pas légitime et mon psy m'a aidée. Ah, voilà, pour vous dire, c'est vrai. Et je me dis mais je suis pas légitime. Alors oui, c'est bien. J'ai aidé ma fille. Ouais. Mais est-ce que je suis légitime à accompagner étant donné que moi j'ai énormément souffert. Enfin. Et que je m'en suis pas sortie forcément toute seule, je me suis dit, mais Élodie, qui es-tu pour aller prêcher la bonne parole alors que toi-même, tu t'en es pas sortie seule? Et en fait, si finalement, bah oui, justement pour vous dire que vous avez besoin d'un écosystème pour en sortir, vous avez besoin d'être accompagné. Et voilà. Et après, la légitimité, finalement, elle s'est ancrée petit à petit. Mais au début, c'était compliqué. Comment éviter que les aidants se retrouvent seuls face à une offre illisible ou difficile à identifier? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faudrait qu'il identifie où il a besoin d'aide. Est-ce que c'est en personnel, en gestion d'émotions, du stress, du temps? Parce qu'il y a tellement de choses. Est-ce qu'il souhaite être accompagné dans son équilibre vie pro, vie personnelle? Est-ce que dans ces cas-là, il souhaite revoir aussi sa vie professionnelle parce qu'il se rend compte que son entreprise n'est pas assez à l'écoute et que du coup, il souhaite aller voir un petit peu ailleurs et avoir quelque chose qui a plus de sens pour lui? Qu'est-ce qui est le plus urgent en ce moment? Enfin voilà. Et surtout quelque chose qui est très très important que je véhicule beaucoup. Vous avez acquis et vous êtes en train d'acquérir des compétences, des math skills qu'on appelle dans votre rôle d'aidant. Voilà. Et donc du coup qu'il faut que absolument vous identifiez, que vous mettiez au service de votre employeur actuel ou de votre futur employeur. Ça c'est extrêmement important. Et ça a du poids parce que vous êtes une ancienne RH, donc oui. Justement, est-ce que ça a du poids ça dans le discours? Est-ce que c'est oui, pas... bien sûr. Oui, bien sûr, surtout maintenant parce que en fait aujourd'hui, le recruteur recherche et est à l'affût de l'intelligence émotionnelle, de la capacité d'adaptation, de la gestion du stress, de la gestion de crise, parce qu'on est dans un monde de travail qui est en perpétuel mouvement. Et donc on cherche des personnes qui s'adaptent vite et bien. Dans ce contexte-là, l'aidant va acquérir toutes ces compétences-là par la force des choses entre guillemets, mais il va pas s'en rendre compte et le tout est de lui faire prendre conscience, de le considérer dans son rôle et en plus d'avoir un accompagnement RH, que le RH soit formé à lui montrer comment identifier ses compétences et de quelle manière il va les mettre en profit dans l'entreprise. Donc c'est super, c'est-à-dire que le RH va montrer que l'aidant est considéré dans son rôle qu'il a eu et ensuite il va les mettre en application dans l'entreprise et je trouve ça super parce que il va contribuer justement à son à son évolution professionnelle en mobilité interne ou autre, garantir l'employabilité et donc du coup apporter des compétences fortes à l'entreprise dans laquelle il est. Merci beaucoup Élodie pour votre témoignage. Ce que votre parcours montre avec beaucoup de force, c'est qu'on ne devient pas toujours aidant d'un seul coup. Parfois on avance sans mettre de mots sur ce que l'on vit, on tient, on organise, on accompagne, on espère et puis un jour, la prise de conscience s'impose pour continuer à aider l'autre. Il faut aussi accepter d'être aidé soi-même. Votre histoire rappelle combien l'accompagnement des aidants est essentiel parce qu'il permet de faire un pas de côté, parce qu'il aide à traverser le déni, la culpabilité, l'épuisement, parce qu'il peut éviter que les aidants attendent d'être au bord de la rupture pour demander de l'aide. Elle montre aussi que cet accompagnement doit être juste, professionnel, respectueux et réellement adapté à la réalité vécue par les familles, car une parole peut soutenir, mais elle peut aussi abîmer lorsqu'elle culpabilise ou minimise ce que traversent les aidants. Pour aller plus loin, réfléchir ensemble et agir, vous pouvez vous inscrire gratuitement au colloque national des proches aidants organisé par le collectif Le Pouvoir d'Agir de l'aidant, Aidant Attitude et Assure Aidant. Le lien d'inscription est disponible dans la description de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode d'Être Aidant, nous parlerons du répit avec Victor Baduel, cofondateur des Voisins Bossemen, une auberge inclusive située en Bretagne qui accueille des personnes fragilisées, leurs proches et propose des séjours pensés pour les aidants comme pour les aider. Merci encore Élodie. Merci infiniment Mélanie.